Épisode 3. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast consacré au digital. Aujourd'hui, nous allons parler de data et d'intelligence artificielle, deux thèmes bien en vogue. Nous allons démystifier ces termes et vous expliquer comment ils peuvent vous apporter de la valeur. Avec moi, Benjamin Hourt, manager data et AI. C'est l'expert data par excellence au vu de ses 15 ans d'expérience. Et Olivier Cuvelier, business developer, key account exécutif et digital stratégiste. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Stéphanie. On entend souvent parler de la data comme étant le nouvel Eldorado. Benjamin, est-ce que tu peux nous dire ce qui se cache derrière ces deux termes ? En effet, Stéphanie, on associe souvent data, Eldorado, AI, et en fin de compte, ces termes sont évidemment très corrélés. Depuis des années, dans toutes les entreprises, on a de la donnée, on utilise cette donnée, on l'exploite. On exploite cette donnée en général dans une approche très classique, c'est-à-dire qu'on la collecte et on l'utilise pour la bonne gestion de l'entreprise. C'est ce qu'on faisait dans des systèmes tels que les ERP, qui sont toujours extrêmement utilisés, les systèmes CRM. Mais depuis des années, on se rend compte que cette donnée, on peut l'utiliser différemment. Et donc, elle représente une valeur, une nouvelle valeur pour l'entreprise. Et cette nouvelle valeur, elle ne peut s'exprimer que si on l'exploite et si on l'analyse. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle vient se raccorder à ces différents thèmes. Elle apporte quelque chose de nouveau, un petit peu à l'image de ces mines d'or que l'on voyait il y a quelques années. Mais comme toute mine d'or, il faut pouvoir l'exploiter, il faut pouvoir mettre en œuvre cette analyse. Et c'est pour ça qu'il va falloir, en fin de compte, mettre en place toute une nouvelle culture dans les entreprises pour pouvoir extraire cette valeur et pouvoir l'exploiter d'un point de vue efficace dans les entreprises. Alors, on peut le faire de plein de manières. On peut le faire de façon très classique, en présentant simplement des rapports, comme ça se fait énormément maintenant dans la visualisation de la donnée. On peut l'exploiter avec des analyses classiques, et donc plus récemment, et peut-être maintenant avec une approche beaucoup plus orientée autour de l'humain. On peut aussi utiliser l'intelligence artificielle. Alors, humain, intelligence artificielle, certains opposent un petit peu ces termes. Moi, je les rapproche dans le sens où l'intelligence artificielle vient assister l'humain. Donc, associer tous ces différents éléments, les mettre au profit de l'entreprise en créant une nouvelle valeur, c'est les nouveaux challenges qui se présentent maintenant en face de toutes ces entreprises. Alors, j'ai 3 exemples de valeurs qu'on peut avoir pour une entreprise. Alors, quand on regarde, la data LIA peut aider dans le business actuel. Par exemple, on a aidé un client récemment dans l'e-commerce qui avait défini des personas, mais sur base de ce que lui pensait de ces personas. Donc, c'est vraiment sur base d'une analyse humaine. Ils se sont dit, voilà, j'ai ces personas, ils font du retail. Et donc, ils avaient défini 4 types de personas. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 3 ans de données, donc 3 ans de vente chez eux. Et on a redéfini en fait tout le modèle, tout le RFM modèle basé sur cette analyse de données. On a défini des nouveaux modèles de personas. Et justement, j'ai eu une réunion chez eux hier. Et ils m'ont confié qu'ils avaient lancé une nouvelle campagne marketing sur base de ces nouveaux personas. Et ils ont reçu 20% de réponses positives en plus. Donc d'habitude, ils sont à un ratio de 20-22% de réponses. Et là, ils ont atteint les 45% de réponses positives. Donc on peut dire que cette nouvelle manière de fonctionner a apporté des résultats chez eux. Une deuxième façon de voir ces données, une deuxième valeur qu'on peut amener, c'est, comme tu disais, c'est analyser ces données, produire des rapports avec Power BI et d'autres choses. Et selon les intervenants, selon les boards en fait, qui vont consulter ces données, amener une valeur qui va permettre, très graphique, qui va permettre justement de prendre des décisions stratégiques sur l'entreprise. Là, sur base de données, sur base d'analyse de données qu'on a faites, et plus sur base de ce que l'on pense ou de ce que les gens pensent. Et une troisième chose qu'on voit arriver maintenant, si on prend le commerce du retail par exemple, c'est tout ce qui est data monetization. Donc je collecte des données, j'ai des données sur mes clients, et finalement ces données, je peux les mettre à disposition de mes partenaires, où ils ont aussi une valeur pour mes partenaires. Et donc le fait de rassembler toutes ces données dans une plateforme, là on parle de data platform, les analyser, les anonymiser, parce qu'évidemment on ne peut pas laisser avec le GDPR, on ne peut pas laisser les noms et les prénoms, mais toutes ces données consommateurs, les mettre à disposition de partenaires, ça représente une valeur, une nouvelle source de revenus, en plus du retail, en plus des ventes. Donc là, tu nous as cité des cas bien concrets, mais quelle est la maturité des entreprises en règle générale par rapport à cela, Benjamin ?
En fait, c'est très variable, Stéphanie. L'approche de l'exploitation de la donnée, ça dépend d'énormément de facteurs. On parle de maturité dans ta question, évidemment, mais je pense que ce qu'il faut concevoir aussi, c'est que parfois, c'est aussi dans un cycle plutôt stratégique au sein d'une entreprise. Donc, beaucoup d'entreprises, dont celles que j'ai pu voir, ont eu une approche orientée sur la donnée depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'elles ont accumulé de la donnée, mais sans vraiment l'exploiter. Et on le retrouve souvent. Et donc, c'est un petit peu comme être assis sur cette fameuse mine d'or, à nouveau l'allégorie vers Eldorado. Mais par contre, il y a un moyen maintenant de pouvoir essayer de progresser dans cette analyse pour atteindre cette valeur dont tu parlais, Olivier. Et ce niveau de maturité, il dépend de beaucoup de facteurs. Mais ce que l'on peut voir de façon très concrète, c'est qu'en général, la plupart des entreprises travaillent étape par étape. Alors, ce qui est important lorsqu'on travaille étape par étape, c'est d'avoir directement quelque chose de consistant, quelque chose qui apporte quelque chose. Tu parlais des boards, il faut quand même donner une certaine rationalité derrière ces coûts, parce que c'est aussi un coût d'exploiter de la donnée. Et donc, il faut en fait avoir comme ça de ces approches un petit peu court terme, mais quand même construire une approche pleine d'ambition en ne se fermant aucune porte. Et c'est là où, en fin de compte, la maturité devient assez importante. Parce qu'au-delà de la maturité, qui est un petit peu le courant dans une entreprise, on a besoin de se projeter vers l'avenir. Et c'est là où il ne faut pas oublier de prendre en charge un certain nombre d'éléments. Notamment, il faut concevoir qu'avoir une approche orientée données, alors, ça n'est pas une problématique stratégique, ça n'est pas une approche business, ça n'est pas une approche technologique, c'est une approche avec les trois. Et donc, c'est important de mettre en œuvre tout un cycle au sein de l'entreprise qui intègre l'agenda managérial de l'entreprise, donc la stratégie moyen et long terme, le dynamisme du business avec ses objectifs court et moyen terme, et la technologie. Faire en sorte que la technologie vienne soutenir toute cette partie-là. Et il n'y a que, en fin de compte, avec la corrélation de ces trois éléments, qu'on arrivera vraiment à créer une nouvelle valeur au sein de l'entreprise et donc pouvoir mettre en avant les beaux exemples que tu viens de dire, Olivier. Donc, c'est vraiment une approche dans une maturité qui est très variable, mais d'essayer de le placer sur une trajectoire. Et cette trajectoire, ce voyage dans l'exploitation de la donnée, elle a besoin, en fin de compte, de passer par des éléments clés, parmi eux, donc celui que je viens de mentionner, donc la stratégie, le business et la technologie. Et quelle est la valeur pour une entreprise? Qu'est-ce que ça peut réellement apporter, Olivier? La valeur, on en a déjà parlé avant par rapport aux trois types de valeurs que ça peut amener. Ce que j'ajouterais par rapport à ce que Benjamin dit, c'est justement le fait qu'une donnée elle transite partout dans l'entreprise et l'utiliser à tous les niveaux et dans tous les départements. Si on parle d'objet métier principalement, parce qu'une donnée, c'est d'abord un objet, donc c'est d'abord un objet qui transite. Si on parle des deux principaux objets métiers qui sont le produit et le client, un produit, par exemple, peut très bien être utilisé dans un ERP ou avant d'être un produit fini. C'est d'abord des matières premières que je commande qui passent dans une supply chain, qui sont traitées dans un ensemble de production, puis qui sont mis à la vente, dans un e-commerce, achetés par un client, et puis supportés par le service client ou le support. Finalement, pour assurer une garantie, et puis pour vendre d'autres produits, pour faire des cross-selling, et puis peut-être pour vendre d'autres services de l'entreprise qui eux-mêmes sont aussi des produits. Et donc là, on voit que mon produit, finalement, a transité dans tous les départements de l'entreprise, à tous les niveaux, à toutes les fonctions. Et donc, ce qui est important, c'est d'avoir une donnée centralisée quelque part. Donc, ce produit est centralisé. Par contre, il a une signification différente, une vue différente pour chaque département ou chaque personne de chaque département. Donc, le CFO, par exemple, ce qui va l'intéresser, c'est de savoir quel est le coût de revient d'un produit, à combien il doit le vendre et combien il en vend pour faire un budget pour une entreprise. Par contre, pour le technicien qui, lui, va transformer justement des matières premières en produits finis, ce qu'il a besoin de savoir, c'est combien de matières premières il a besoin, comment il va produire son produit fini, combien de temps ça prend dans la chaîne. Et finalement, il veut le stocker après. Et quand on parle de stock, là, ça devient intéressant pour l'e-commerce, parce que pour l'e-commerce, ce qui est très important pour un acheteur, c'est de savoir si son produit va l'avoir maintenant dans les 24 heures. Et donc, savoir, est-ce que j'ai un stock, est-ce que l'entreprise a du stock pour me livrer mon produit à temps. Et donc, c'est là qu'on voit que un produit a beaucoup d'attributs et ces attributs sont enrichis et consommés de manière différente dans tous les départements et par des personnes différentes dans l'entreprise. Juste pour ajouter quelque chose sur ce que tu dis, Olivier, en fait, c'est vraiment un bel exemple que tu viens de nous donner. Ces différentes facettes que peut prendre la donnée et à chaque fois tourner vers une nouvelle valeur ajoutée. Donc, on se retrouve ici à avoir une vraie relation d'agilité, comme on pourrait maintenant le mentionner dans un monde un petit peu start-up, un petit peu open innovation. Mais ce que l'on veut absolument, c'est être capable de créer cette valeur ajoutée. Et pour ça, il est important de mettre en place un bon niveau de dialogue. Et ce niveau de dialogue,
historiquement, pour rejoindre le point de la maturité, il n'est pas forcément toujours existant. Souvent, on a un département IT, on a un département commerce, peut-être design de produits, pour reprendre l'exemple que tu donnais. Le dialogue entre les deux, il n'est pas forcément aisé. L'idée aussi de mettre en place quelque chose qui permet d'aller vers ce voyage dont je parlais, cette trajectoire, c'est aussi de mettre en œuvre les moyens de communication entre ces différentes entités pour servir les différentes facettes autour de la donnée. Toujours tourner sur une valeur ajoutée, donc avec une approche peut-être business plan, une approche retour sur investissement qui fait partie du cœur du dialogue. Justement, Olivier, hors antenne, tu parlais de collecte de données. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Alors, c'est quelque chose justement qui est souvent oublié quand on met en place une plateforme. On pense souvent à donner de l'information aux gens et pas en récolter. Et donc si on veut travailler sur des données, bien évidemment, il faut récolter ces données. Et ces données, il faut récolter 2-3 mois avant de pouvoir les traiter. Donc imaginons qu'on n'ait pas les données aujourd'hui et qu'on veut lancer un dashboard ou autre chose ou des données pour le business. Donc ces données, il faut les récolter dès maintenant. Sinon, voilà, le temps de récolter les données, de construire le rapport, de l'afficher, on a 3-4 mois de délai. Alors que si dès le départ, on pense à récolter les données, qu'on inclut ça, qu'on lance des formulaires sur le site web ou des enquêtes ou autre chose, on va pouvoir en faire quelque chose directement. Et donc ça, c'est une première chose que je dirais. Et deuxième chose, justement, c'est que quand on récolte des données, il y a toujours une vue business, tu le disais, il faut donner une valeur métier, pas une valeur technologique. On a des clients, par exemple, qui ont migré des données dans un CDP, donc toutes des données clients dans un CDP, mais le business n'a pas été impliqué dans cette action, donc c'était quelque chose de très technologique. Et donc la question, c'est maintenant que j'ai mes données migrées dans un CDP, que j'ai toutes mes données clients, qu'est-ce que je peux en faire? Alors que normalement, on aborde le projet à l'inverse. D'abord, on regarde la valeur métier qu'on va donner à l'initiative qu'on prend. Et ensuite, on s'occupe de la migration, vu que cette migration doit avoir un but précis, que ce soit par exemple pour monétiser ces données et en faire quelque chose qu'on va revendre à des partenaires. Nos auditeurs aussi pourraient se poser la question du GDPR. Est-ce que ça pourrait poser un souci dans cette collecte de données? Tout doit se faire évidemment, surtout en Europe, avec les principes du GDPR. Il y a beaucoup de technologies aujourd'hui qui permettent d'anonymiser les données. Donc on peut très bien avoir une data platform qui contient les données brutes, évidemment de manière sécurisée, chiffrée, etc. Et puis de ces data platforms, on va faire une extraction dans une seconde data platform qu'on va mettre à disposition de partenaires. Et dans cette extraction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va anonymiser les données pour travailler sur une masse, identifier en fait des patterns d'action sur une masse de données, sur des clients, par exemple, sur des comportements clients, et pas des comportements clients singuliers. Donc on travaille sur une masse d'informations, une masse de clients, et pas un client en particulier. Et en faire des personas, par exemple, Exactement. je suppose. Ouais, très bien. Quelle est la méthodologie à mettre en place, Benjamin? Je pense qu'en fait, Olivier a déjà donné un très bon mot-clé. C'est surtout ne pas prendre ça comme un problème technologique. C'est vraiment quelque chose qui doit être beaucoup plus global. Donc il faut pouvoir mettre ça au cœur d'un projet d'entreprise. C'est-à-dire intégrer une partie de l'équipe IT, de l'équipe technique, une partie de l'équipe business, et d'organiser ça dans une manière où, en fin de compte, on arrive à fluidifier les relations. C'est-à-dire avoir fréquemment de nouvelles idées qui sont fournies par le business et très rapidement, dans un mode presque anticipatif, la technologie capable de le fournir. Alors ça, évidemment, c'est une vision. Ça ne s'implémente pas en 2 jours. Par contre, en ayant cette vision, on peut parfaitement commencer petit et garder de grandes ambitions. C'est-à-dire, on sait parfaitement qu'on veut fluidifier cette relation et on la commence peut-être par un premier projet, peut-être par une approche justement business, un besoin business immédiat qui est bien connu, qui apportera une vraie valeur, et on commence par ça. Et pour ça, après, on peut mettre en place tout un ensemble d'étapes qui vont correspondre à justement mettre en place un premier centre de collecte de données, donc on l'appelle Data Hub en général, et dans ce Data Hub, on va pouvoir servir les différents besoins applicatifs. Et donc, toute cette approche méthodologique, elle correspond surtout à 4, à mon avis, points bien particuliers. Le premier, c'est qu'il faut concevoir que comme ça n'est pas une solution technologique, il faut changer le rôle de la technologie. Le rôle de la technologie, il est de répondre de façon immédiate à un besoin business. Ça veut dire qu'on ne répond plus à des besoins, on anticipe les besoins. Ça, c'est un premier élément qu'il faut réussir à construire dans une première étape, dans un projet par exemple. Et du coup, à partir du moment où on a changé le rôle de la technologie, on peut aussi changer la manière dont la technologie est fournie. Imaginez par exemple au sein d'une entreprise une pseudo-marketplace dans laquelle les business pourraient arriver et dire « j'ai telle idée » et directement la technologie fournit « ah, alors c'est ça la solution technologique qu'il te faut ». Ça serait formidable.
ça permettrait au business de se dire, mais en fin de compte, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai la capacité. Et comme ça, on a un premier élément de fluidification de ces relations. L'élément qui vient après, c'est un peu le future-proof. C'est essayer d'imaginer que tout ce que l'on va prévoir maintenant, on pourra y intégrer les technologies d'avenir. On n'a pas beaucoup, par exemple, parlé d'intelligence artificielle, mais c'est l'un des éléments d'analyse. Ça se base sur de la donnée, on entraîne des modèles, on arrive à un certain degré de capacité au sein d'un modèle d'intelligence artificielle, puis on le met en œuvre dans un besoin business. Et en fait, l'intelligence artificielle représente bien cette fluidité à nouveau. Et donc, cette plateforme que l'on va concevoir, que l'on va faire évoluer à travers cette pseudo-marketplace même, il va falloir s'assurer qu'elle repose sur des bases qui vont permettre d'intégrer tout et les futures technologies, en intégrant les problèmes de confidentialité et de sécurité. Et le dernier élément que je rajouterais peut-être à nouveau dans cet aspect méthodologique, et ça va avec l'ambition, c'est qu'à partir on va dire des années 2000-2010, on a toujours pensé que l'IT, c'était d'abord un centre de coûts. Il faut dire la réalité des faits, ça coûte cher parfois la technologie. Grâce au cloud public, on a un nouveau degré de flexibilité. On peut avoir des ressources sans avoir à beaucoup anticiper ou peut-être à travailler sur un amortissement. Donc du coup, on a une nouvelle vision du coût et donc il faut l'intégrer dans des nouveaux business models. Donc pouvoir être au niveau du business en capacité d'imaginer des nouveaux modèles de revenus, de nouveaux streams de revenus, comme on dirait. Et donc ça s'intègre dans les 4 principaux éléments qui, pour moi, font partie de la grande méthodologie pour pouvoir mettre en œuvre. Donc on envisage ces 4 éléments, on le met en œuvre dans un premier projet, et ensuite, on construit avec 2, 3, 4 projets. Peut-être pour vous parler un petit peu de l'expérience, de ce que j'ai pu voir, en général, le premier projet que l'on met en œuvre sous cette forme, on appelle beaucoup d'autres. Et c'est souvent aussi une sorte de révélateur pour les entreprises par rapport à leur maturité. À partir du moment où le premier projet commence en fait à se construire sans même arriver à la fin, on en arrive à avoir beaucoup de nouvelles idées business. Et là, les masques tombent, si je puis dire, et on se rend compte que la fluidification de cette relation entre l'IT et le business peut apporter une croissance énorme. Juste pour vous donner encore un dernier chiffre par rapport à ça, on imagine en général que 70% de la valeur qui est créée à travers une transformation digitale est faite grâce à de nouveaux produits, de la nouvelle valeur ajoutée. Donc, ça n'est pas une économie de coût, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et donc, ça peut ouvrir plein de perspectives, se différencier d'un compétiteur, par exemple, ou être certain peut-être de ne pas être justement complètement en rupture par rapport au marché. Donc, en fait, il y a beaucoup d'intérêt à vouloir le faire. J'ai envie d'ajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais sur les plateformes. Donc, on parlait de cloud. Aujourd'hui, en fait, ces plateformes cloud permettent justement d'appliquer tes méthodologies, donc de commencer petit et des grandes ambitions. Si on prend un exemple de support client ou des données de support client, en fait, si on les met dans le cloud, on les stocke dans le cloud, qu'elles viennent d'un mail, d'un contact form ou d'un mailing ou d'un appel, on peut mettre tout ça dans le cloud et en fait les analyser au fur et à mesure que nos compétences et la maturité augmentent. Donc, on peut analyser du sentiment, donc prendre dans un mail, regarder les mots qui sont dedans. Comme on est dans le cloud, appliquer en fait un algorithme qui existe dans le cloud. Si on prend Azure par exemple, un algorithme qui existe dans le cloud, l'appliquer sur les formulaires de contact qu'on a reçus, voir s'il y a des mots dedans en fait qui peuvent faire part d'une certaine urgence ou d'un certain degré, on va dire, d'énervement de la personne par rapport à une demande de support, et à partir de là déclencher aussi des alertes par rapport à des urgences. C'est une première façon de traiter des données et d'appliquer un cas business dessus, vu que on va pouvoir prioriser en fait les demandes de support automatiquement par rapport à ça. Et puis si on stocke aussi les conversations, bon, là on a analysé les mots, on a du sentiment qui vient justement de ce qui est déjà analysé dans le texte. Maintenant, on peut très bien prendre dans le cloud un algorithme de NLP, donc Natural Language Processing, qui lui va prendre les conversations téléphoniques, les analyser et appliquer finalement les mêmes algorithmes de sentiments et de valeur des mots dessus pour aussi prioriser les demandes de call qui seraient faites par rapport à ça. Alors là, on reprend finalement les 3 valeurs qu'on donnait. Donc, il y a aider le business actuel pour prioriser. Ensuite, on peut faire un dashboard avec est-ce que j'ai beaucoup d'urgence, quels sont les gens téléphonent pour quel sujet, parce qu'on peut aussi catégoriser aussi les demandes par rapport à ça. Et puis finalement, on pourrait en faire une fac sur le site web avec les demandes les plus fréquentes que l'on reçoit, et tout ça de manière automatique. Et tout ça en commençant par stocker les données dans le cloud ou sur une data platform, et en appliquant au fur et à mesure des algorithmes qui se trouvent dans le cloud dessus, on va pouvoir faire évoluer en fait toute la valeur que l'on donne à ces données pour l'entreprise.
Merci à tous les deux, c'était extrêmement instructif. J'ai noté quelques key takeaways pour vous, nos auditeurs. Le premier serait commencer par définir des objectifs métiers. Ensuite, changer le rôle de la technologie. Commencer petit, mais surtout ne pas se limiter au niveau de ses ambitions. Et être prêt à accélérer la cadence quand cela est nécessaire. Merci à tous les deux. Passez une excellente journée. Merci Stéphanie, merci Olivier.